Janvier 1990. Dans un laboratoire de Mecklenburg County, en Caroline du Nord, des chercheurs utilisent Nahar de l'eau, Perrier, comme témoin neutre. L'eau la plus pure qu'ils connaissent pour calibrer leurs tests de détection de substances toxiques. L'appareil s'allume. Le résultat s'affiche. Du benzène. Dans la bouteille verte. Quelle bouteille verte? Celle qui, un an plus tôt, s'était vendue à 1,2 milliard d'exemplaires dans le monde entier. Celle que les cadres de Wall Street commandèrent au déjeuner à la place du vin. Celle que Salvador Dali avait dessinée pour les affiches. Perrier contrôlait 70% du marché américain des eaux gazeuses. Le chiffre d'affaires dépassait 1,5 milliard de dollars par an. La marque ne vendait pas de l'eau, elle vendait une identité. Puis tout s'effondre. En quelques semaines, 160 millions de bouteilles sont rappelées dans 120 pays. Le PDG, qui avait ressuscité Perrier de ses cendres, est chassé après 44 ans. Et une multinationale suisse achète l'Empire pour une fraction de sa valeur. Comment une marque construite sur la promesse absolue de la pureté peut-elle mourir précisément à cause de cette promesse? La réponse est plus troublante qu'on ne le croit. Vergès, France, 1863 à 1992. L'histoire d'une bouteille, d'un mensonge involontaire et du prix qu'on paie quand on ne peut plus se permettre d'avoir tort. En 1863, dans le sud de la France, au cœur de la plaine languedocienne, une source jaillit naturellement de la roche calcaire. L'eau est froide, légèrement pétillante, chargée de minéraux. Les Romains la connaissaient déjà. Selon la légende, Hannibal lui-même y fit halte en 218 avant Jésus-Christ lors de sa marche vers Rome. Pendant des siècles, personne n'y vit autre chose qu'une curiosité géologique. En 1894, un médecin du nom de Louis-Eugène Perrier loue le site. Il rachète la propriété en 1898. Il a une intuition. Cette eau peut se vendre. Il met au point une technique d'embouteillage rudimentaire, commence à distribuer quelques caisses aux curistes de la région. Mais Perrier est médecin, pas homme d'affaires. Il n'a ni les moyens ni le réseau pour transformer une source de campagne en marque commerciale. Il lui faut un partenaire. Ce partenaire arrive d'Angleterre, presque par accident. William Albert St. John Harmsworth est né en 1876 dans une famille de la presse britannique. Ses frères aînés, Alfred et Harold, fondent le Daily Mail et le Daily Mirror, deux des journaux les plus puissants d'Angleterre. St. John, lui, est le cadet discret. Administrateur de la société familiale Amalgamated Press, il voyage en France au début des années 1900 pour apprendre la langue. C'est là qu'il rencontre le docteur Perrier. Il visite la source, il goûte l'eau, et quelque chose se déclenche en lui. Une certitude. Il voit ce que personne d'autre ne voit encore. Une eau légère, faiblement minéralisée, naturellement gazeuse, idéale pour les marchés britanniques, où les eaux concurrentes sont lourdes et salées. Il prend une décision qui stupéfie sa famille. Il vend sa part dans Amalgamated Press pour racheter la source en 1903. Il ferme immédiatement le spa thermal, jugé démodé. Il renomme la source. Il s'appelle Harmsworth, mais il garde le nom du médecin, Perrier. Instinct de marque parfait, un nom français, court, mémorable, qui sonne comme l'élégance. Il crée la bouteille. L'histoire veut qu'en 1906, Harmsworth soit victime d'un grave accident de voiture. Il se brise la colonne vertébrale. Paralysé des jambes, il rééduque son buste avec des massues de gymnastique en bois. Des massues en forme de quilles allongées. Il les regarde, puis regarde ses bouteilles. La forme c'est la même. La bouteille Perrier, ce galbe vert reconnaissable entre mille, naît d'une rééducation de paralytique. Harmsworth est un homme de presse dans l'âme. Il comprend le pouvoir de l'image avant l'heure. Il ne vend pas de l'eau. Il vend une idée. Il positionne Perrier comme le champagne des eaux de table, un produit qui incarne le raffinement français, accessible aux classes moyennes britanniques, en pleine ascension sociale. La stratégie est chirurgicale. Il commence par l'armée britannique en Inde. Les soldats qui reviennent en Angleterre rapportent l'habitude dans leur bagage. Il ouvre un bureau à Londres, au 45 New Bond Street, au cœur du quartier le plus chic de la capitale. En 1905, Perrier reçoit le Royal Warrant du roi Édouard VI, l'équivalent d'un fournisseur officiel de la couronne. 3 ans plus tard, la marque vend plus de 5 millions de bouteilles par an en Angleterre. En 1911,
Le roi George V renouvelle le Royal Warrant. La publicité dans le Daily Mail, le journal de son propre frère, installe Perrier dans les foyers britanniques. En 1912, une verrerie est construite directement à Vergès pour approvisionner la production en flux continu. En 1933, les ventes atteignent 28 millions de bouteilles par an, partagées presque à parts égales entre la France et l'Angleterre. Puis St. John Armsworth meurt, le 4 mai 1933, à Vergès même, à l'âge de 56 ans. L'homme qui avait créé l'Empire ne verra pas ce qu'il allait devenir. Et sans lui, Perrier commence à dériver. Les années 1930 voient la marque s'essouffler progressivement. La famille Armsworth n'a pas l'instinct commercial de St. John. La direction s'enlise. Puis vient la guerre. Entre 1940 et 1944, les forces d'occupation allemandes prennent le contrôle de l'usine de Vergès. La production tourne au ralenti pour les besoins de l'occupant. Quand la France est libérée, Perrier n'est plus qu'une carcasse industrielle. Les équipements sont vétustes. Les marchés se sont effondrés. En 1946, les propriétaires mettent la société en vente. Elle vaut presque rien. C'est alors qu'entre en scène Gustave Leven. Leven est un agent de change parisien, né en 1914 dans une famille juive française. Pendant la guerre, il a survécu. En 1946, il a 32 ans, de l'ambition et un sens aigu des actifs sous-évalués. Il rachète Perrier pour une somme modique. Ses proches lui demandent pourquoi il investit dans une source de campagne languedocienne à moitié morte. Sa réponse est simple, parce que le monde a soif et que cette eau est différente de toutes les autres. Il modernise l'usine, il reconstruit les réseaux de distribution. Il comprend quelque chose qu'Armsworth avait pressenti mais jamais pleinement exploité. Perrier n'est pas une marque régionale, c'est une marque mondiale qui s'ignore encore. En 1946, Perrier vend quelques dizaines de millions de bouteilles par an. Gustave Leven vient de poser les mains sur une machine qui va, en 4 décennies, devenir l'une des marques les plus reconnues de la planète. Ce qu'il ne sait pas encore, c'est que cette machine porte en elle, dès l'origine, une fissure invisible. Dans les années qui suivent le rachat, Gustave Leven travaille avec une méthode que ses contemporains qualifient d'obsessionnelle. Il ne se contente pas de relancer une marque. Il réinvente une identité. L'usine de Vergès est agrandie, modernisée, rationalisée. Les lignes d'embouteillage sont accélérées. Les réseaux de distribution en France et en Grande-Bretagne sont reconstruits patiemment, contrat après contrat, entrepôt après entrepôt. Mais Leven a les yeux fixés sur un horizon plus lointain. Il a compris une chose fondamentale. Perrier ne peut pas rester une marque européenne de niche. Pour exister vraiment, pour peser, il faut conquérir le marché le plus grand, le plus compétitif, le plus brutal du monde. Il faut conquérir l'Amérique. Avant de traverser l'Atlantique, Leven construit l'image. Il comprend que Perrier ne se vend pas comme une boisson ordinaire. Elle se vend comme un objet culturel. Dans les années 1950 et 1960, il commande des affiches publicitaires à des artistes de renom. Salvador Dali signe des visuels pour la marque. Plus tard, Andy Warhol s'y associe également. Ces collaborations ne sont pas de simples opérations marketing. Elles sont un signal envoyé au monde entier. Perrier appartient au même univers que l'art, le luxe, la sophistication française. Le slogan qui s'impose progressivement, l'eau la plus célèbre du monde, n'est pas une hyperbole publicitaire. C'est une ambition formulée à voix haute. Sous la direction de Leven, la production explose. En 1910, la source produisait environ 3 millions de bouteilles par an. En 1970, ce chiffre est multiplié par des dizaines. Vergès ne ressemble plus à une source de campagne. C'est une industrie à part entière, avec ses ingénieurs, ses techniciens, ses responsables qualité, ses équipes commerciales déployées sur plusieurs continents. En 1976, Perrier lance une offensive commerciale structurée sur le marché américain. Le timing est parfait et calculé. Les États-Unis traversent une transformation culturelle profonde. La génération du baby-boom vieillit. Les premières vagues du mouvement santé et bien-être déferlent. Les Américains commencent à regarder ce qu'ils mangent, ce qu'ils boivent. Les sodas sucrés, omnipotents depuis des décennies, commencent à être questionnés dans certains cercles urbains. Perrier arrive avec une proposition radicalement différente. 0 calories, 0 sucre, 0 arôme artificiel. Juste de l'eau française, naturellement pétillante, dans une bouteille verte unique en son genre. Les chiffres de cette période sont vertigineux.
En 1976, Perrier vend 3 millions de bouteilles aux États-Unis. En 1970, 3 ans plus tard seulement, ce chiffre atteint 200 millions, une croissance de plus de 6000% en 36 mois. Aucune campagne publicitaire, aussi bien financée soit-elle, n'explique à elle seule cette trajectoire. C'est un phénomène culturel. Les années 1980 transforment Perrier en quelque chose que Leven lui-même n'avait peut-être pas pleinement anticipé. Un marqueur social, un code. Dans l'Amérique réaganienne, une nouvelle classe sociale émerge. Les yuppies, ces jeunes cadres urbains qui gagnent bien leur vie et le montrent. Ils conduisent des BMW, ils portent des Rolex, ils dînent dans des restaurants où la carte des vins fait plusieurs pages. Et au déjeuner d'affaires, quand l'ancien cadre de la génération précédente commandait 2 martinis, le youpi commande de l'eau Perrier. Ce glissement n'est pas anodin. Un responsable marketing d'Alka-Seltzer le formule crûment dans les colonnes de la presse professionnelle en 1985. Le déjeuner d'affaires qui commence avec 2 martinis est aussi dépassé que la gueule de bois du lundi matin. Beaucoup de cadres ne commandent même plus de vin. C'est des spritzers et du Perrier. Perrier n'est plus une boisson. C'est une déclaration. Michael Bellas, président du Beverage Marketing Corporation, le résume ainsi. Quand vous teniez une bouteille Perrier, elle disait quelque chose sur vous. Elle disait que vous étiez sophistiqué, que vous compreniez ce qui se passait dans le monde. Une bouteille d'eau, qui dit quelque chose sur vous? C'est exactement ce que Leven avait voulu construire depuis 1946. L'année 1989 représente l'apogée absolue de ce que Gustave Leven a passé 43 ans à édifier. Cette année-là, Perrier vend 1,2 milliard de bouteilles dans le monde entier. Aux États-Unis seuls, la marque contrôle 70% du marché des eaux gazeuses importées, un quasi-monopole dans un pays qui n'avait jamais bu d'eau en bouteille auparavant. Le chiffre d'affaires annuel du groupe dépasse 1,5 milliard de dollars. Vergès, ce village languedocien que personne ne connaissait il y a un siècle, est devenu l'une des usines agroalimentaires les plus productives d'Europe. La marque est présente dans 140 pays. Elle approvisionne les hôtels de luxe, les restaurants étoilés, les compagnies aériennes en classe affaires. Dans les cuisines des grandes maisons bourgeoises parisiennes comme dans les appartements de Manhattan, la bouteille verte est une évidence. Leven a 75 ans. Il dirige Perrier depuis 43 ans. Il a transformé une source moribonde rachetée pour presque rien en un empire mondial. C'est l'une des plus grandes réussites de l'histoire de l'industrie alimentaire française. Il ne sait pas, personne ne sait encore, que quelques semaines plus tard, dans un laboratoire anonyme de Caroline du Nord, une machine va tout changer. Mais il y a quelque chose que les chiffres de 1989 ne montrent pas. Depuis des années, pour atteindre les volumes de production exigés par la demande mondiale, le processus d'embouteillage à Vergès s'est complexifié. L'eau qui jaillit naturellement de la source est, certes, naturellement pétillante, mais la carbonatation naturelle et l'eau elle-même ne remontent pas ensemble à la surface de façon uniforme. En pratique, le gaz carbonique est capté séparément, filtré, puis réintroduit dans l'eau avant embouteillage. C'est une réalité industrielle que l'usine connaît depuis longtemps. Ce processus exige des filtres de charbon actifs, changés à intervalles réguliers, pour purifier le gaz avant qu'il ne soit réintégré à l'eau. Des filtres conçus précisément pour retenir des composés organiques indésirables, comme le benzène, présent naturellement à l'état de trace dans certains gaz volcaniques. Tant que ces filtres sont changés correctement, le système fonctionne. Tant que personne ne pose de questions sur la distinction entre naturellement pétillant et recarbonation industrielle, la communication marketing reste intacte. Fin 1989, quelque chose cloche dans la procédure de maintenance. Un ou plusieurs filtres ne sont pas remplacés selon le protocole. Personne, à ce moment-là, ne mesure la portée de ce qui vient de se passer. L'Empire est au sommet. Et sous ses fondations, en silence, la fissure s'élargit. Pour comprendre ce qui s'effondre en 1990, il faut comprendre ce que Perrier vend réellement depuis le début. Pas de l'eau, une promesse. Et cette promesse repose sur 4 mots, gravés dans chaque campagne publicitaire, imprimés sur chaque étiquette, répétés dans chaque argumentaire commercial depuis des décennies, naturellement pure et pétillante.
Ces 4 mots sont le cœur de la marque. Ils sont ce qui justifie le prix premium. Ce qui explique pourquoi un cadre new-yorkais choisit Perrier plutôt qu'un verre d'eau du robinet. Ce qui fait que Salvador Dali accepte de dessiner une affiche pour une bouteille d'eau. Sans ces 4 mots, Perrier n'est qu'une eau gazeuse parmi d'autres. Et ces 4 mots, depuis des années, ne sont pas tout à fait exacts. La source de Vergès est réelle. L'eau est réelle. La géologie est réelle. Sous la plaine languedocienne, un aquifère profond accumule une eau naturellement chargée en minéraux, en contact avec des formations rocheuses qui libèrent du dioxyde de carbone d'origine volcanique. Cette eau existe depuis des millénaires. Hannibal s'y est peut-être désaltéré. Les Romains y ont construit des thermes. Mais dans la réalité industrielle de l'embouteillage à grande échelle, l'eau et le gaz ne remontent pas ensemble à la surface de façon uniforme et contrôlée. Le processus est plus complexe. À Vergès, l'eau et le gaz carbonique sont captés séparément. Le gaz est filtré, purifié, stocké. L'eau est traitée de son côté. Plus tard, avant l'embouteillage, les deux sont réassemblés. Ce n'est pas une fraude au sens légal du terme. Les autorités françaises le savent, les ingénieurs de l'usine le savent, la direction de Source Perrier le sait, mais le consommateur qui tient une bouteille verte dans la main et lit naturellement pétillante, imagine une source qui jaillit déjà gazeuse, pure, prête à boire. Il imagine Vergès comme une sorte de fontaine parfaite, intouchée par la main de l'homme. Cette image est celle que Perrier a soigneusement cultivée. Et personne, en interne, n'a jamais eu intérêt à la corriger. Le gaz carbonique capté à Vergès contient, à l'état naturel, des traces de composés organiques volatiles, dont du benzène. C'est une réalité géochimique banale, présente dans de nombreux gaz d'origine volcanique ou thermale. La concentration est infime. Dans des conditions normales, elle ne représente aucun danger. C'est précisément pour cette raison qu'un système de filtration au charbon actif est intégré dans le processus industriel. Ces filtres retiennent les impuretés organiques avant que le gaz ne soit réintroduit dans l'eau. Tant qu'il fonctionne correctement, le produit final est effectivement pur, les teneurs en benzène sont indétectables, et la promesse marketing est, dans les faits, tenue. Le protocole de maintenance exige que ces filtres soient remplacés à intervalles réguliers et stricts. Ce n'est pas une opération complexe. C'est une procédure de routine, documentée, planifiée. Elle est la ligne de défense invisible entre la réalité géologique de Vergès et la promesse imprimée sur l'étiquette. Fin 1989, cette ligne de défense est franchie par négligence. Un ou plusieurs filtres ne sont pas remplacés dans les délais requis. Les raisons exactes ne seront jamais entièrement clarifiées publiquement. Erreur humaine, défaillance de la procédure de contrôle, pression sur les cadences de production. Ce qui est certain, c'est que, pendant plusieurs semaines, du gaz carbonique insuffisamment filtré est réintroduit dans l'eau. Les bouteilles sont remplies, capsulées, étiquetées, expédiées vers les États-Unis, vers l'Allemagne, vers la Grande-Bretagne, vers 120 pays. Personne ne s'en aperçoit. Les contrôles qualité en sortie de chaîne ne détectent rien d'anormal. La teneur en benzène dans le produit fini est de l'ordre de quelques parties par milliard. Une quantité infinitésimale, bien en dessous des seuils de perception sensorielle. L'eau a le même goût, la même couleur, le même pétillement. Des millions de bouteilles contaminées quittent Vergès. Elles entrent dans les épiceries fines de Manhattan, dans les buffets des compagnies aériennes, dans les réfrigérateurs des restaurants étoilés. Elles s'accumulent dans les stocks des distributeurs américains, britanniques, allemands. Et le monde continue de boire sans se douter de rien. Il y a une autre dimension à cette histoire, plus souterraine, plus difficile à documenter, mais tout aussi déterminante. C'est la culture interne de Source Perrier. Quand une marque construit pendant 4 décennies son identité entière sur la notion de pureté absolue, cette notion finit par devenir intouchable. Pas seulement dans la communication externe, dans les esprits, à tous les niveaux de l'organisation. La pureté de Perrier n'est pas un argument de vente qu'on teste et qu'on ajuste. C'est un dogme. Dans ce contexte, poser des questions sur le processus de recarbonation, sur le fait que le gaz et l'eau sont séparés puis réassemblés, devient presque un acte de subversion interne.
Ce n'est pas que la direction de Source Perrier soit composée de fraudeurs, c'est qu'il s'est installé progressivement une culture de l'évitement. On ne touche pas à ce qui fonctionne. On ne soulève pas ce qui pourrait fragiliser le récit. Les ingénieurs savent, les responsables qualité savent, mais le récit marketing est tellement puissant, tellement rentable, que personne ne trouve l'espace ou le courage pour dire « Attendez, ce que nous vendons ne correspond pas exactement à ce que nous décrivons ». Cette culture est le terreau dans lequel la crise de 1990 va pousser. Pas la négligence seule, pas le filtre seul, mais l'impossibilité institutionnelle de remettre en question une image devenue trop grande pour être contestée de l'intérieur. Ce que personne ne peut anticiper à la fin de l'année 1989, c'est la nature exacte du piège qui est en train de se refermer. Perrier va être pris en défaut non pas par un concurrent, non pas par un journaliste d'investigation, non pas par un lanceur d'alerte interne. Elle va être prise en défaut par des chercheurs qui lui faisaient en inconfiance. Des scientifiques qui avaient choisi Perrier comme étalon de pureté, comme la référence contre laquelle mesurer la contamination des autres substances. Ils utilisaient Perrier précisément parce qu'ils croyaient à la promesse. Parce que la marque avait si bien fait son travail que même des professionnels de la chimie analytique la considéraient comme la définition même de l'eau pure. La marque qui meurt de sa propre promesse. Le mensonge qui tue par excès de confiance. Ce paradoxe est au cœur de tout ce qui va suivre. Janvier 1990, Mecklenburg County, Caroline du Nord. Le laboratoire d'analyse environnementale du comté est un endroit ordinaire. Des paillasses en formica, des appareils de mesure alignés, des techniciens en blouse blanche qui exécutent des protocoles rodés depuis des années. Ce matin-là, l'équipe travaille sur la détection de composés organiques volatiles dans des échantillons d'eau prélevés localement. C'est une procédure de routine. Pour calibrer leurs instruments, pour s'assurer que leurs appareils ne détectent pas de faux positifs, les techniciens ont besoin d'une eau de référence. Une eau dont ils sont certains qu'elle ne contient aucune substance organique indésirable. Une eau parfaitement pure. Ils utiliseront de l'eau Perrier. C'est un choix logique, presque évident. Perrier est, dans l'imaginaire collectif américain de 1990, la définition même de la pureté. Si une eau ne peut pas servir de blanc analytique, laquelle le peut? La bouteille verte est ouverte, l'eau est versée dans le système. L'appareil commence à analyser. Le résultat s'affiche 12,3 à 19,9 parties par milliard de benzène. Un instant de silence dans le laboratoire. Les techniciens vérifient. Ils recommencent le test avec une autre bouteille. Même résultat. Ils changent l'appareil. Même résultat. La norme américaine fixée par la FDA pour l'eau potable est de 5 parties par milliard. L'eau censée être la plus pure du monde contient 2 à 4 fois plus de benzène que ce que le robinet américain est autorisé à délivrer. Les chercheurs contactent la FDA. La FDA contacte Perrier. La direction de Source Perrier à Paris est informée dans les derniers jours de janvier 1990. Ce qui se passe alors dans les bureaux du groupe suit un schéma que l'on retrouve dans presque toutes les crises industrielles de cette ampleur. La première impulsion n'est pas la transparence, c'est la maîtrise de l'information. Les responsables de Perrier émettent une première hypothèse, immédiatement rendue publique. La contamination serait un incident isolé, limité à quelques bouteilles destinées au marché américain. La cause probable, avance-t-il, serait une erreur humaine dans une usine d'embouteillage américaine. Le problème est localisé. Il est gérable. Il ne concerne pas le reste du monde. Cette version rassure les marchés pendant 48 heures. Elle est fausse. Pendant que Perrier communique sur un incident américain isolé, des laboratoires en Europe reçoivent des signaux inquiétants. En Allemagne, des distributeurs qui avaient acheté des lots récents font procéder à leurs propres analyses. Les résultats arrivent du benzène dans les mêmes proportions, dans des bouteilles qui n'ont jamais quitté le continent européen. Des bouteilles qui n'ont rien à voir avec une quelconque usine d'embouteillage américaine. Parce qu'il n'existe pas d'usine d'embouteillage Perrier en Amérique. Tout est produit à Vergès. La thèse de l'incident localisé s'effondre en quelques heures. Source Perrier se retrouve face à une réalité qu'elle ne peut plus contenir. La contamination vient de la source elle-même, de Vergès, du cœur de l'Empire. Les filtres de charbon actif n'ont pas été remplacés à temps.
Le gaz insuffisamment purifié a contaminé des millions de bouteilles expédiées dans le monde entier, et ces bouteilles se trouvent en ce moment même dans les rayons de supermarchés de 120 pays. Le 14 février 1990, Gustave Le Pen convoque une réunion au sommet à Paris. La décision est inévitable, mais elle est d'une brutalité sans précédent dans l'histoire de l'industrie alimentaire mondiale. Rappel total. Toutes les bouteilles, tous les marchés, toutes les références, 160 millions de bouteilles, dans 120 pays, pour une valeur de 35 millions de dollars, entièrement détruits, car Source Perrier n'est pas assurée pour ce type de sinistre. Le communiqué officiel reconnaît que des travailleurs ont omis de remplacer des filtres utilisés pour purifier le gaz carbonique. La formulation est sobre, technique, prudente. Mais entre les lignes, pour quiconque connaît le processus industriel, le message est dévastateur. Perrier admet que son gaz carbonique doit être filtré avant d'être réintroduit dans l'eau, ce qui signifie que l'eau et le gaz ne sont pas naturellement réunis à la source. Ce qui signifie que naturellement pétillante est, au mieux, une simplification. Au pire, un mensonge de marketing entretenu depuis des décennies. En voulant expliquer la contamination, Perrier expose involontairement le secret industriel qu'elle protégeait depuis des années. Le 19 janvier 1990, à l'annonce des premières de contamination aux États-Unis, le cours de l'action Source Perrier chasse de la bourse de Paris. Le titre tombe de 2000 francs à 1200 francs en quelques séances, une chute de 40%. La commission des opérations de bourse ouvre une enquête. Des transactions suspectes avaient eu lieu sur le titre le vendredi précédent l'annonce publique du samedi, suggérant que des informations avaient circulé avant que le grand public ne soit informé. À New York, les rayons des épiceries fines se vident en quelques heures. Non pas parce que les consommateurs achètent, mais parce que les distributeurs retirent les stocks. Dans les restaurants de Manhattan qui servaient à Perrier comme eau de table depuis 10 ans, les serveurs reçoivent instruction de ne plus proposer la bouteille verte. Le symbole du raffinement est devenu, du jour au lendemain, un objet de méfiance. En Europe, la réaction est différente en apparence, mais tout aussi destructrice sur le fond. Les autorités sanitaires françaises estiment que les teneurs en benzène détectées ne représentent pas de danger immédiat pour la santé si elles sont consommées ponctuellement. Le ministère de la Santé ne recommande pas de rappel en France. Mais les consommateurs européens apprennent ce jour-là qu'ils boivent de l'eau contaminée depuis plusieurs semaines, peut-être plusieurs mois, sans en avoir été informés. La confiance, une fois brisée, ne se reconstitue pas par communiqué officiel. Ce qui transforme une catastrophe gérable en désastre irréversible, c'est la communication de Perrier dans les semaines qui suivent. La marque met en place une ligne téléphonique d'urgence au Royaume-Uni. Mais il n'y a pas de coordination mondiale. Chaque filiale nationale communique de son côté. Les messages sont contradictoires. Ce que Perrier France déclare à la presse est parfois en opposition directe avec ce que Perrier America annonce aux distributeurs. Des journalistes britanniques publient des informations incorrectes fournies par des représentants régionaux mal informés. La cacophonie s'installe. Pire encore, certaines informations qui filtrent dans la presse suggèrent que la direction de Perrier avait connaissance de la contamination avant que les laboratoires américains ne la détectent, et qu'elle avait délibérément choisi de ne pas agir immédiatement. Ces affirmations ne sont pas toutes vérifiées, mais dans un contexte où la marque a déjà prouvé qu'elle était capable de minimiser une crise pour protéger son image, personne ne lui accorde le bénéfice du doute. Alex Brumer, correspondant économique du Guardian, formule ce que beaucoup pensent. Toute la politique peut être locale, mais les marques sont globales. Perrier n'a pas compris que dans un monde où l'information circule en quelques heures d'un continent à l'autre, une crise locale n'existe plus. Il n'y a que des crises mondiales. Il y a une image que les archives ne montrent pas, mais que l'on peut reconstituer. Le soir du 14 février 1990, dans l'usine de Vergès, les lignes de production s'arrêtent. Les convoyeurs qui transportent des millions de bouteilles vertes chaque jour se figent. Les lumières des ateliers restent allumées, mais personne ne travaille. Les techniciens, les ouvriers, les contremaîtres qui ont passé leur vie professionnelle à produire l'eau la plus célèbre du monde se retrouvent à regarder des camions chargés des palettes. Non pas pour les expédier, mais pour les conduire vers les centres de destruction. 160 millions de bouteilles, 35 millions de dollars.
Parti en fumée. Gustave Loven a 76 ans. Il a passé 44 ans à construire cet empire. Ce soir-là, dans les bureaux de la direction, il sait que quelque chose vient de se briser, quelque chose que les communiqués de presse et les nouvelles lignes de production ne pourront pas réparer. Il ne sait pas encore que c'est lui aussi qui sera rappelé. Quand Perrier reprend la production à Vergès, le 12 février 1990, moins de 2 semaines après l'annonce du rappel mondial, la direction annonce que tous les filtres ont été remplacés, que les contrôles sont négatifs, que le produit est à nouveau sûr. Le porte-parole Jean-Claude Lemeignen déclare à la presse que seulement 13 bouteilles étaient réellement contaminées, que l'incident est clos. Mais quelque chose ne va pas, quelque chose que Perrier n'avait pas anticipé. En expliquant publiquement comment la contamination s'était produite, en décrivant le processus de filtration du gaz carbonique, la séparation de l'eau et du gaz, la réintroduction contrôlée du CO2 dans l'eau, la direction a involontairement ouvert une boîte de Pandore. Des journalistes, des chimistes, des associations de consommateurs posent maintenant une question simple. Si le gaz doit être filtré avant d'être réintroduit dans l'eau, comment Perrier peut-elle continuer à prétendre que son eau est naturellement pétillante? La question est légitime. La réponse est embarrassante. La Federal Trade Commission américaine et les autorités britanniques compétentes commencent à examiner les étiquettes Perrier. Ce qu'ils trouvent ne correspond pas à ce que le processus industriel décrit par Perrier elle-même permet d'affirmer. En 6 mois, Perrier est contraint de modifier son étiquetage 3 fois. 3 fois. Chaque modification est une capitulation. Chaque nouvelle étiquette est un aveu supplémentaire que la précédente était inexacte. La première version disparaît, la deuxième version est jugée insuffisante. La troisième tente de trouver une formulation qui décrive honnêtement un processus que 4 décennies de marketing avaient soigneusement obscurci. Pour une marque dont l'identité entière reposait sur la notion de pureté naturelle, changer d'étiquette 3 fois en 6 mois équivaut à mourir 3 fois en public. Ce n'est pas une crise de produit, c'est une crise d'identité existentielle. Le Washington Post résume l'affaire avec une précision chirurgicale. Perrier a dû changer son étiquette 3 fois en 6 mois, chaque changement révélant un peu plus ce que la marque avait préféré ne pas dire. Pendant ce temps, les concurrents ne restent pas immobiles. Evian, propriété du groupe BSN, observe la débâcle Perrier avec l'attention froide d'un prédateur qui attend. La marque savoyarde n'a pas les problèmes de carbonatation de Perrier. Elle vend de l'eau plate. Son processus est plus simple. Son image de pureté alpine est moins vulnérable aux questions techniques. Dès le premier trimestre 1990, Evian intensifie sa présence commerciale aux États-Unis, multiplie les opérations promotionnelles, réoriente ses budgets publicitaires vers les marchés où Perrier était dominante. La bascule est rapide, brutale. À la fin de l'année 1990, Evian remplace Perrier comme première marque d'eau importée aux États-Unis. Un trône que Perrier occupait depuis plus d'une décennie s'évapore en quelques mois. Le marché américain, que Gustave Loven avait conquis bouteille par bouteille entre 1976 et 1989, est perdu. Les chiffres confirment l'ampleur du désastre. La part de marché américaine de Perrier chute de 13% à 9%. Les profits du groupe reculent de 21% à l'échelle mondiale. Les ventes déclinent pour la première fois depuis des décennies. Et contrairement à ce que la direction avait espéré, le retour des bouteilles dans les rayons ne suffit pas à ramener les consommateurs. La confiance, elle, ne revient pas. Dans les salles de réunion des grandes chaînes de distribution américaines, une réalité s'impose progressivement. Perrier n'est plus la référence incontournable. Elle est devenue une marque qu'on choisit avec hésitation ou qu'on ne choisit plus du tout. Le 14 juin 1990, 4 mois après le début du rappel mondial, Gustave Loven est contraint de quitter la présidence de Source Perrier. Il a 76 ans. Il a dirigé l'entreprise pendant 44 ans. Il l'a rachetée en ruine en 1946, quand personne n'en voulait. Il l'a transformée en empire mondial. Il a survécu à des dizaines de crises, à des mutations de marché, à des guerres commerciales. Il a fait de Vergès l'un des noms les plus reconnus de la planète. Il est remplacé par Jacques Vincent, président du conseil d'administration d'Exor, la holding de la famille Agnelli.
La nomination de Vincent n'est pas seulement un changement de dirigeant. C'est le signal que Source Perrier n'est plus maîtresse de son destin. Les actionnaires ont perdu confiance. Le titre languissait en bourse, aux alentours de 1200 francs, loin de son sommet à 2000 francs. Et des appétits extérieurs commençaient à se manifester. Des acteurs qui regardaient un Perrier non plus comme une marque à protéger, mais comme un actif à acquérir à prix cassé. Leven quitte Vergès en silence. Aucune cérémonie. Aucun hommage public à la hauteur de ce qu'il avait accompli. L'homme qui avait passé presque la moitié de sa vie à construire cet empire repart comme il était arrivé, discrètement, sans bruit. Il mourra en 2008, à l'âge de 94 ans. Dans les dernières années de sa vie, son nom sera davantage associé à la Fondation Rachi, une fondation philanthropique qu'il avait créée en Israël pour financer l'éducation des enfants défavorisés, qu'à la bouteille verte qu'il avait portée au sommet du monde. L'empire qu'il avait bâti lui survivra, mais il ne lui appartiendra plus jamais. À la fin de l'année 1990, Perrier a perdu son PDG fondateur, la moitié de ses parts de marché aux États-Unis, et quelque chose d'encore plus difficile à quantifier, la certitude tranquille avec laquelle elle avait toujours occupé l'espace. Pendant 40 ans, Perrier n'avait pas eu besoin de se justifier. Elle était Perrier, la référence, l'évidence, l'eau que tout le monde reconnaissait avant même de lire l'étiquette. Cette certitude-là est morte en février 1990 dans un laboratoire de Caroline du Nord. Et contrairement au filtre de Vergès, elle ne sera jamais remplacée. Dans les couloirs de Source Perrier, dans les bureaux des distributeurs américains, dans les salles de réunion des banques d'affaires parisiennes, une question commence à circuler à voix basse. Qui va acheter ce qui reste? La réponse arrive de Suisse. À la fin de l'année 1991, Perrier publie ses résultats annuels. Les ventes ont reculé pour la deuxième année consécutive. Le titre stagne entre 1200 et 1300 francs, loin, très loin du sommet à 2000 francs d'avant la crise. La direction de Jacques Vincent tente de stabiliser le navire, mais les fondations sont fragilisées. La marque a perdu sa superbe. Et dans le monde des affaires, une entreprise qui perd sa superbe attire les prédateurs. Ils arrivent de trois directions à la fois. Le premier est discret, méthodique, et il vient de Suisse. Nestlé, le géant alimentaire de Vevey, observe Perrier depuis des années. Helmut Moser, son PDG depuis 1981, a transformé le groupe en machine à acquisition mondiale. Carnation aux États-Unis pour 3 milliards de dollars. Rowntree en Grande-Bretagne. L'eau en bouteille est le prochain grand marché. Nestlé possède déjà Vittel. Perrier serait la pièce maîtresse d'un empire des eaux mondiales. En janvier 1992, Nestlé annonce son intention de lancer une offre sur Source Perrier. Le deuxième prédateur est français, BSN, le groupe qui deviendra Danone en 1994, et le propriétaire d'Evian, la marque qui a remplacé Perrier sur le trône américain. BSN veut Perrier non pas pour la développer, mais pour contrôler le paysage concurrentiel de l'eau minérale française. Le 21 février 1992, BSN lance une offre hostile sur Exor, la holding qui contrôle Source Perrier. Le troisième acteur est le plus inattendu. La famille Agnelli, les industriels italiens propriétaires de Fiat, qui détiennent déjà des participations croisées dans Exor. Les Agnelli ne veulent pas nécessairement Perrier pour son eau. Ils veulent protéger leurs intérêts financiers dans l'architecture actionnariale française. Ce qui s'ensuit est l'une des batailles boursières les plus complexes de l'histoire industrielle européenne du début des années 1990. Procédures judiciaires, blocage d'actions en justice, manœuvres de dilution du capital, intervention de la Commission européenne. Nestlé attaque en justice le droit de vote d'Exor. BSN tente de contourner les Agnelli. Les avocats s'enrichissent, les banquiers s'activent. En mai 1992, Nestlé l'emporte. Le prix payé est significatif, mais une fraction de ce que Perrier aurait valu en 1989 avant la crise. La Commission européenne impose des conditions. Nestlé doit céder Volvic à BSN pour éviter une position dominante excessive sur le marché français des eaux minérales. Nestlé accepte. Elle garde Perrier, Vittel et les autres marques du groupe. BSN repart avec Volvic. Vergès, la source, le village languedocien où tout avait commencé,
appartient désormais à une multinationale suisse dont le siège social se trouve à 1000 kilomètres de là. Derrière les chiffres boursiers et les communiqués d'avocats, il y a des hommes et des femmes dont la vie a été transformée par ces événements. Trois histoires résument ce que le scandale Perrier a réellement coûté, en dehors des bilans comptables. Dans l'usine de Vergès, la production reprend quelques semaines après le rappel mondial. Les lignes d'embouteillage redémarrent. Les camions recommencent à partir vers les dépôts. En apparence, rien n'a changé. Mais quelque chose a changé, profondément. L'usine appartient maintenant à Nestlé. Et Nestlé ne dirige pas une entreprise familiale languedocienne. Elle dirige un portefeuille d'actifs mondial optimisé pour la rentabilité. Dans les années qui suivent l'acquisition, des plans de rationalisation sont mis en place. L'automatisation progresse. Les effectifs sont ajustés. Des postes qui existaient depuis des décennies disparaissent silencieusement dans des cycles de restructuration annoncés en termes neutres dans des rapports de gestion. Pour les ouvriers, dont les pères et les grands-pères avaient travaillé à Vergès, pour ceux qui avaient grandi avec l'idée que la source était une institution permanente, quelque chose d'irréparable s'est produit. Pas la fermeture, l'usine tourne toujours, mais la perte du sentiment d'appartenance à quelque chose qui vous appartenait en retour. À New York, dans les entrepôts de distributeurs qui avaient construit leur activité sur la popularité de Perrier dans les années 1980, le bilan est comptable et brutal. Des entreprises familiales qui avaient investi dans des flottes de livraison, des contrats d'exclusivité, des relations avec des centaines de restaurants et d'épiceries fines, se retrouvent avec des stocks invendables du jour au lendemain. Certains pivotent rapidement vers Evian ou San Pellegrino. D'autres ne s'en remettent pas. La domination de Perrier sur le marché américain avait créé autour d'elle un écosystème de petits acteurs dépendants. Quand l'Empire vacille, cet écosystème vacille avec lui, et personne ne leur envoie un communiqué de presse pour les prévenir. Gustave Leven, chassé de Perrier en juin 1990 à 76 ans, ne cherche pas à se battre pour récupérer ce qu'il a perdu. Il tourne la page avec une discrétion qui force le respect. Dans les années qui suivent, il consacre son énergie et sa fortune à la fondation Rachi, qu'il avait créée en 1984 en Israël pour financer l'éducation des enfants des zones périphériques. Il donne anonymement. Il insiste pour que la fondation ne porte pas son nom de famille, choisissant à la place le nom de Rachi de Troyes, commentateur du Talmud du XIe siècle. Avant sa mort en 2008, il alloue entre 300 et 400 millions de dollars à la poursuite de l'œuvre. L'homme qui avait bâti un empire sur la vente d'eau pétillante finit sa vie en finançant des écoles dans des villages israéliens que personne ne connaît. Il n'accorde aucune interview sur Perrier. Il ne publie aucune mémoire. Il ne règle aucun compte. Il laisse la bouteille verte à d'autres et il s'en va. Aujourd'hui, Perrier existe encore. La bouteille verte est toujours dans les rayons. Le nom est toujours imprimé en rouge sur le verre dépoli. L'usine de Vergès tourne toujours, 7 sources actives sous la plaine languedocienne, des lignes de production modernes qui embouteillent environ 1 milliard de bouteilles par an sous la supervision de Nestlé. En 2021, Vergès atteint même un record de production, 1,7 milliard de bouteilles en une seule année. En apparence, Perrier a survécu. Mais les chiffres racontent une autre histoire. Depuis 1990, Perrier n'a jamais retrouvé sa position dominante sur le marché américain. La part de marché qui était de 70% avant la crise ne reviendra jamais. Evian, San Pellegrino et des dizaines de marques locales ont occupé définitivement l'espace que Perrier a abandonné en quelques semaines de février 1990. Ce qui était un monopole de fait est devenu un segment parmi d'autres dans un marché fragmenté. Et puis en 2024, l'histoire se répète, avec une ironie cruelle. Des pluies exceptionnellement abondantes contaminent l'une des 7 sources de Vergès. Des traces de matière fécale sont détectées. La source est immédiatement suspendue. Plus de 2 millions de bouteilles sont détruites. Un rapport d'inspection daté de 2023, largement censuré, est divulgué à la presse française. Il révèle des traces de pesticides interdits dans les eaux de Vergès, des pratiques de traitement non conformes aux standards de l'eau minérale naturelle, des irrégularités que les autorités connaissent depuis des mois avant que le public en soit informé.
34 ans après le scandale du benzène, Perrier se retrouve à nouveau à expliquer pourquoi son eau n'est pas exactement ce que son étiquette promet. Certaines fissures ne se referment jamais vraiment. L'histoire de Perrier n'est pas l'histoire d'une entreprise détruite par un accident industriel. Un filtre de charbon actif non remplacé à temps, c'est une défaillance mineure dans n'importe quelle autre industrie. Dans l'automobile, dans l'électronique, dans la chimie, ce type d'incident de maintenance provoque un rappel discret, une correction de procédure, et la vie continue. Ce qui a tué Perrier, pas physiquement, mais symboliquement, irrémédiablement, c'est la distance entre la promesse et la réalité. Quand une marque construit pendant 87 ans son identité entière sur un absolu, la pureté naturelle totale, sans intervention humaine, sans compromis industriel, elle se place elle-même dans une position où la moindre faille devient fatale. Pas parce que la faille est trop grande, parce que l'absolu ne tolère aucune exception. C'est la première leçon. Une promesse absolue est une dette à intérêt composé. Chaque année qu'elle tient, sa valeur augmente. Mais chaque année qu'elle tient, le coût de sa rupture augmente également. Perrier a encaissé les bénéfices de cette promesse pendant des décennies. En 1990, elle en a payé les intérêts en une seule fois. La deuxième leçon concerne la gestion de crise. Quand la contamination est découverte, Perrier a le choix. Elle peut parler immédiatement, complètement, avec une transparence totale sur ce qui s'est passé et pourquoi. Ou elle peut gérer l'information, minimiser, localiser, espérer que la tempête passe vite. Elle choisit la deuxième option. Et cette décision transforme une crise de produit, gérable, limitée dans le temps, en crise de confiance, qui, elle, ne se résout pas avec un communiqué de presse. C'est la deuxième leçon. Dans un monde où l'information circule plus vite que les camions de rappel, la transparence n'est pas un choix éthique. C'est une stratégie de survie. La troisième leçon est la plus silencieuse. Elle concerne Gustave Le Ven, l'homme qui avait tout construit et qui est parti sans un mot. Il avait compris quelque chose que les bilans ne montrent pas. Une marque n'appartient jamais vraiment à celui qui la crée. Elle appartient à ceux qui y croient. Et quand ces gens-là cessent de croire, aucune restructuration, aucune acquisition, aucune nouvelle étiquette ne peut leur rendre ce qu'ils ont perdu. L'eau de Vergès coule toujours. La source est réelle. La bouteille verte est reconnaissable au premier coup d'œil dans n'importe quel aéroport du monde. Mais quelque chose manque. Quelque chose que les chiffres de production ne mesurent pas. En janvier 1990, dans un laboratoire de Caroline du Nord, des chercheurs avaient choisi Perrier parce qu'ils croyaient que c'était l'eau la plus pure du monde. Ils lui faisaient confiance sans condition, sans vérification, sans hésitation. Cette confiance-là, absolue, instinctive, universelle, Perrier ne l'a plus jamais retrouvée. Et c'est cela, le vrai coup du benzène.